Chers collégiens et parents, bonjour et bienvenue sur ECP TV. Fatima Abounaïm et moi-même, Sarah Bray, nous allons vous présenter le journal du mois de novembre. Au sommaire de notre journal, éducation avec la réforme du collège, politique internationale avec les élections aux États-Unis. Catastrophe naturelle avec l'ouragan d'Haïti, culture et société avec l'impact des jeux vidéo, sport, un point sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Voyons donc, pour commencer, quels sont les principaux changements provoqués par la réforme du collège. Pour ce sujet, je laisse la parole à Ambre. Depuis la rentrée de septembre 2016, une nouvelle réforme du collège a été mise en œuvre. Les programmes sont réorganisés et écrits par cycle. Nous avons 4 cycles de 3 ans. Le cycle 1, dès 3 ans, avec l'école maternelle. Le cycle 2, avec des classes de CP, CE1 et CE2. Le cycle 3, à cheval entre l'école primaire et le collège, puisqu'il concerne le CM1 et le CM2 et la 6e. Et enfin le cycle 4, allant de la 5e à la 3e. Un nouveau socle commun de compétences et de connaissances sur 400 points est mis en place au lieu de 200 points auparavant. Les langues vivantes et les compétences numériques seront encore plus pratiquées. Il y aura ainsi encore plus de travail d'équipe et d'expression orale. Autre nouveauté, maintenant les élèves auront obligatoirement une pause méridienne, c'est-à-dire le midi d'au moins d'1h30. De nouvelles modalités d'apprentissage sont mises en place comme l'accompagnement personnalisé, AP, et les EPI. Ce sont des enseignements complémentaires. L'EPI est un enseignement pratique interdisciplinaire permettant de construire et d'approfondir des connaissances par un projet réel, individuel ou collectif, et qui concerne plusieurs matières. L'EPI entre aussi en compte dans l'obtention du brevet des collèges, puisqu'une épreuve orale lui est consacrée. Cet enseignement ne concerne que le cycle 4. Les AP et les EPI favorisent le travail en groupe à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants. Cette nouvelle réforme doit permettre d'améliorer les résultats des élèves français tout en proposant de nouvelles méthodes pédagogiques. Merci Ambre pour toutes ces informations. Donald Trump a récemment été élu à la présidence des États-Unis. Faisons un petit rappel sur ces élections avec Yoko. Les élections aux USA viennent de se terminer. Donald Trump est le 45e président de ce pays. Il a été élu en battant Hillary Clinton. Les élections ne fonctionnent pas comme en France. Les Américains ne votent qu'une seule fois, contrairement à nous où il y a 2 tours. La campagne a duré près d'1 an et demi avec un système de primaires pour choisir les 2 derniers candidats. C'est pour cela qu'ils ne sont plus que 2 au moment des élections. En fait, les Américains votent pour leurs élus à la Chambre des représentants, pour leurs sénateurs et pour leurs gouverneurs. Et ce sont ces grands électeurs qui ensuite voteront pour le président qui sera vraiment élu au mois de janvier 2017. Pour finir, il faut savoir qu'en même temps, lors de ces élections, les électeurs devaient se prononcer dans 9 États sur la légalisation du cannabis. Le mardi 5 octobre dernier, dans les Caraïbes, l'ouragan Matthew, soufflant à plus de 230 km/h, a ravagé Haïti en faisant plus de 1000 morts. Pour plus d'informations, je laisse la parole à la journaliste Gloria. L'ouragan qui est né dans l'océan Atlantique a eu une durée de vie de 5 jours et s'est déplacé à une vitesse de 13 km/h. Il a longé le nord de l'Amérique du Sud avant de remonter vers le nord en traversant Haïti et la République dominicaine. Il a terminé sa route en touchant les côtes de la Floride en faisant 17 morts et a laissé plus de 2 millions de foyers sans électricité. Classé catégorie 5, c'est-à-dire le niveau le plus puissant de l'échelle Saffir-Simpson, Matthew est l'ouragan le plus violent à avoir frappé Haïti depuis plus de 10 ans. Sur l'île, les aides humanitaires se mettent doucement en place. Kay, l'une des villes les plus touchées, est en pleine reconstruction. L'État étant défaillant, les populations, très démoralisées, doivent se débrouiller seules. De plus, l'eau est porteuse du choléra, maladie qui provoque de fortes gastro-entérites et une forte déshydratation. Plus de 4,5 millions d'enfants vivraient désormais dans la précarité d'après l'UNICEF et environ 175 500 seraient hébergés dans des abris provisoires.
Selon le maire de Port-Salut, ville située sur la côte du sud d'Haïti, la situation est grave car, dit-il, dans aucun pays sérieux, on ne laisserait une population pendant 4 jours dans de telles conditions. En effet, le 9 octobre, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est exprimé à propos de cette catastrophe naturelle et a demandé de l'aide à la communauté internationale. Les Haïtiens, de leur côté, dénoncent l'inaction des pays étrangers. Cependant, la France a envoyé 68 tonnes de médicaments et de vivres en provenance de 5 ONG. Puis, notre pays a de nouveau envoyé 25 tonnes de provisions et 28 militaires pour assurer le fonctionnement des stations d'assainissement et de potabilisation, ce qui permettra aux populations locales de boire de l'eau saine sans risque de contamination. Enfin, 150 000 € ont été débloqués par le Quai d'Orsay, notre ministère des Affaires étrangères. Un mois après la catastrophe, la reconstruction est toujours aussi difficile, d'autant plus que les pluies fréquentes provoquent de nombreuses inondations. Les aides humanitaires sont toujours à l'œuvre et l'État haïtien aurait débloqué des fonds pour venir en aide à ses habitants. Le montant de cette aide est inconnu. De plus en plus de jeunes jouent aux consoles de jeux. Mais est-ce que les enfants peuvent jouer à n'importe quel jeu ? N'y a-t-il pas un risque à trop jouer ? En France, de nombreux enfants jouent aux jeux vidéo. En moyenne, les Français y jouent entre 2 et 3 heures par jour. 5% des jeunes de 17 ans joueraient entre 5 et 10 heures par jour. L'utilisation abusive des jeux vidéo peut avoir une mauvaise influence sur le comportement des joueurs. Pour classer les jeux en fonction de l'âge, des pictogrammes ont été créés afin que les enfants, mais surtout les parents, sachent à quel jeu on peut jouer. 5 pictogrammes existent dans le monde du jeu vidéo pour connaître la difficulté du jeu, mais aussi pour savoir si le jeu est violent ou non. Peggy 3. Le jeu est pour tout public. Il n'y a pas de violence et les personnages sont imaginaires. Peggy 7. Le jeu comporte certaines scènes pouvant être effrayantes. Il est interdit aux moins de 7 ans. Peggy 12. Le jeu comporte des scènes de violence et un langage pouvant être grossier. Il est interdit aux moins de 12 ans. Peggy 16. La représentation de la violence est importante et proche du réel. Des scènes à caractère sexuel peuvent apparaître tout comme les langages grossiers extrêmes. L'utilisation d'alcool et de tabac dans le jeu est souvent présente. Peggy 18. Le jeu est interdit aux mineurs car la violence y est difficilement supportable. Malgré ces pictogrammes, les enfants ne respectent pas les indications et jouent à des jeux auxquels ils n'ont normalement pas le droit de jouer. Quel enfant n'a jamais joué à GTA alors que c'est un jeu interdit aux moins de 18 ans ? Les conséquences peuvent être graves pour les enfants comme pour les adultes, et ce même si ce jeu n'est pas violent. En effet, le 4 septembre 2016, à Westend, en Belgique, un jeune homme de 21 ans joue au jeu de football FIFA, tout en s'occupant de son bébé âgé de 2 mois. L'enfant réclame son biberon et se met à pleurer. Le père, déjà connu par les services judiciaires pour ses actes de violence et détention de stupéfiants, s'emporte car son fils l'empêche de jouer tranquillement. Sous le coup de la colère, le père fracasse le crâne de son bébé puis continue à jouer. C'est la mère qui a découvert le bébé inconscient et quelques minutes plus tard l'a transporté aux urgences. Le bébé présente 12 fractures du crâne et de sévères lésions cérébrales. Son état s'améliore de jour en jour, mais il gardera malheureusement des séquelles à vie selon les médecins. L'Euro de football qui s'est déroulé en France et qui a vu la victoire du Portugal vient à peine de se terminer qu'il faut déjà penser à la Coupe du Monde. La 21e édition de la Coupe du Monde se déroulera en Russie en 2018. Cette compétition est organisée par FIFA. Nous sommes pour le moment en période de qualification où chaque pays essaie d'obtenir son billet pour la prochaine compétition. La Russie ne participe pas aux éliminatoires car elle est le pays organisateur, elle est donc automatiquement qualifiée. Sur les 210 pays engagés, seules 32 équipes pourront se qualifier. Les équipes sont réparties en 6 confédérations.
L'Afrique et l'Europe ont le même nombre d'équipes engagées, mais seulement 5 équipes africaines pourront se qualifier là où l'Europe en comptera 13. En Asie, 46 équipes seront inscrites pour seulement 4 qualifiés. Les équipes d'Amérique du Sud ont plus de chances de se qualifier avec 5 places pour 10 inscrits. L'Océanie n'aura qu'un seul représentant à la Coupe du Monde. En Europe pour l'instant, la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Espagne sont en tête de leur pôle et sont bien partis pour se qualifier. En Afrique, la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou la Tunisie sont aussi en tête, tout comme le Brésil ou l'Uruguay en Amérique du Sud. Un point sera fait au fur et à mesure des éliminatoires et nous vous tiendrons informés des premiers qualifiés. Merci de nous avoir suivis sur ECP TV. On vous dit à la prochaine pour un nouveau journal.